toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau café de l'IRESP, pour le café de l'IRESP de l'Institut pour la recherche en santé publique. Nos cafés sont des formats courts de valorisation des résultats de recherche financés dans le cadre de nos appels à projets. Notre pari, notre ambition, c'est de consacrer 30 minutes à la présentation de résultats d'une recherche finalisée ou qui arrive à son terme et d'échanger ensemble sur le sujet. Avec ce format synthétique, nous tentons d'ouvrir la recherche à celles et ceux qui n'ont pas toujours le temps de consacrer des temps longs à la discussion de résultats de recherche ou tout simplement à tous ceux qui sont curieux d'apprendre de nouvelles choses sur les thématiques de santé publique. Pour ce 20e café de l'IRESP, nous sommes très heureux et nous remercions d'accueillir Florian Manneville, chercheur en santé publique impliqué dans le projet Pralimap au sein du laboratoire Inspire, qui est une UMR de l'Université de Lorraine et affilié à l'INSERM. Il va nous présenter les résultats de la recherche intitulée « Devenir post-intervention des adolescents de l'essai Pralimap-INES », acceptabilité et efficacité d'une intervention e-coaching pour les jeunes adultes présentant un surpoids ou une obésité. Ce projet a été porté initialement par Elisabeth Spitz, soutenu en 2017 sur l'appel à projet prévention de l'IRESP. Avant de vous souhaiter à tous et à tous un très bon café en compagnie de Florian et de lui laisser la parole, sachez que vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat. Ce café de l'IRESP est enregistré et sera disponible en replay dans quelques temps à la suite de ce café. Ce café de l'IRESP va se décomposer en 2 temps. Nous allons laisser une quinzaine de minutes à Florian pour présenter les résultats de cette recherche et ensuite nous prendrons les questions qui sont dans le chat pour lui porter à connaissance. Sans plus attendre, je laisse la parole à Florian Manneville. Merci beaucoup. Donc, je partage mon écran. Parfait. Super. Donc, merci encore pour l'invitation. C'est toujours bien de pouvoir présenter les résultats de ces projets. Et donc, dans ce projet Pralimap Syneco, donc, on s'est intéressé à suivre à 10 ans des adolescents qui avaient participé à une intervention de prévention du surpoids et de l'obésité dans une perspective de réduction des inégalités sociales de corpulence. Et dans un second volet, on s'est intéressé à comment accompagner avec une approche e-coaching en ligne des jeunes adultes qui étaient en situation de surpoids et d'obésité. Donc pourquoi ce projet? D'abord, ça vise à répondre à un premier constat qui est celui que le surpoids et l'obésité est relativement fréquent et concerne donc 43% des adultes dans le monde, donc selon l'OMS, avec 16% en situation d'obésité, et que ce constat tend à augmenter au cours du temps. Et également dans la littérature, on voit que des déterminants importants du surpoids et du surpoids et de l'obésité vont être une alimentation saine ou une activité physique régulière, par exemple. Au-delà de ce constat sur le surpoids et l'obésité, on remarque également qu'il y a des inégalités sociales de surpoids et d'obésité, c'est-à-dire qu'on observe un gradient social de corpulence avec une augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité au fur et à mesure que la position sociale des individus augmente. Donc ceux qui sont plus favorisés, chez les personnes les plus favorisées, on observe des prévalences du surpoids et de l'obésité qui sont moins importantes que chez les individus socialement moins favorisés. Et ce constat des inégalités sociales de corpulence, on le fait dès l'adolescence. Les travaux qu'on a réalisés l'ont montré et ont corroboré ce qu'on pourrait retrouver dans la littérature. Et l'adolescence, elle est intéressante parce que c'est une période clé de la vie où on va acquérir ces comportements, notamment des comportements de santé tels que le comportement alimentaire, l'activité physique, le comportement sédentaire.
Et ces comportements qui sont acquis dès l'adolescence vont avoir une probabilité relativement importante de perdurer jusqu'à l'âge adulte. Donc il y a un réel intérêt à agir dès l'adolescence. C'est dans ces perspectives que l'essai Pralimapines a été réalisé. Donc il s'est terminé en 2013. Et Pralimapines, donc c'est pour promotion de l'alimentation et de l'activité physique, inégalité de santé. Et c'est une intervention qui a été faite dans 35 lycées et collèges du nord-est de la France, avec une approche universelle et proportionnée. C'est-à-dire que tous les adolescents de ces collèges et lycées bénéficiaient d'une intervention visant à améliorer les comportements de santé pour réduire la prévalence du surpoids et de l'obésité. Mais en complément, il y avait une approche proportionnée qui signifie que les adolescents qui avaient les besoins les plus importants, donc ceux qui étaient socialement moins favorisés, avaient une approche renforcée avec des modalités d'intervention supplémentaires par rapport aux adolescents plus favorisés. Et donc cette intervention de Pralimapines, on a pu montrer qu'elle était efficace à court terme, donc à 1 an, sur la réduction des inégalités sociales de corpulence. Et au-delà de cette efficacité à court terme, la question qui vient ensuite, c'est de se demander que deviennent ces adolescents justement à l'âge adulte, donc au jeune âge adulte, après avoir bénéficié de cette intervention. Donc ça, c'est une première question qu'on s'est posée. Et également, si on s'intéresse à l'âge adulte, donc au jeune âge adulte, une question à se poser, c'est quelle prise en charge adopter pour prévenir le surpoids et l'obésité à cet âge, donc au passage de l'adolescence à l'âge adulte, parce que lorsqu'on rentre dans l'âge adulte, on va acquérir en autonomie et on pourrait imaginer qu'on peut renforcer les compétences d'autorégulation de ces jeunes adultes vis-à-vis des comportements alimentaires, de l'activité physique, justement pour agir positivement sur leur comportement de santé et in fine sur la corpulence. Et dans cette perspective de prise en charge, les nouvelles technologies pourraient apporter quelque chose d'intéressant. Notamment, on peut imaginer des interventions personnalisées avec des espaces interactifs, des feedbacks, des rappels. Et on peut imaginer également avoir une intervention multicomposante avec une combinaison, par exemple, avec un suivi de professionnels de santé. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire dans Pralimap Syneco, dans le deuxième volet, parce qu'on remarque que dans la littérature, il y a assez peu de données qui permettent de montrer si une telle approche, une telle intervention permettrait de réduire la corpulence, enfin, la prévalence du surpoids et de l'obésité au jeune âge adulte. Donc, ça nous a amené sur nos deux objectifs principaux. Chaque objectif renvoie à un volet de Pralimap Syneco. Le volet 1, qui était au final d'évaluer le devenir d'adolescents de 15 ans en situation de surpoids ou d'obésité, 10 ans après leur participation à l'intervention Pralimapines. Et dans un second temps, il s'agissait d'évaluer l'efficacité d'une intervention e-coaching en santé sur la nutrition et l'autorégulation alimentaire chez de jeunes adultes en situation de surpoids ou d'obésité. Et donc par nutrition, on entend comportement alimentaire, activité physique et comportement sédentaire. Donc pour répondre à cet objectif, on a mis en place le premier volet de l'étude de Pralimap Syneco avec donc un suivi à 10 ans des adolescents qui avaient participé à Pralimapines, donc entre 2012 et 2016, avec plusieurs vagues de recrutement. Donc c'était sur 3 années académiques. Et donc 10 ans après, on a essayé de recontacter ces adolescents. Donc, on avait 1419 adolescents qui ont participé à Pralimapines. Et lors de Pralimapines, on avait recueilli leur adresse postale, mail, numéro de téléphone, ce qui nous a permis de les recontacter 10 ans après. Après donc, les différents courriers, mails, appels téléphoniques, on a réussi à contacter 371 participants de Pralimapines, et parmi eux, 289 ont accepté de répondre à un questionnaire en ligne qui portait sur la nutrition, l'autorégulation alimentaire, par exemple, et d'autres éléments. Et 82 d'entre eux, enfin de ceux qui ont accepté de participer, avaient rempli le questionnaire en ligne et avaient également accepté de participer à une visite médicale durant laquelle une infirmière de recherche clinique pouvait réaliser des mesures anthropométriques pour calculer l'IMC, par exemple.
Concernant le volet 2, donc l'intervention e-coaching, elle ciblait les jeunes adultes en situation de surpoids ou d'obésité et elle durait 12 mois, cette intervention. Et comment elle se constituait? Donc il y avait d'une part une plateforme pédagogique qui a été créée par l'unité de recherche en partenariat avec le CNAM. Et sur cette plateforme pédagogique, il y avait donc 13 modules et plus de 80 activités individuelles asynchrones. En complément, il y avait également des activités collectives asynchrones ou synchrones. Et cette plateforme en ligne était complétée par un suivi individuel en visioconférence avec des diététiciens, psychologues, enseignants en activité physique adaptée. Et donc dans cette intervention, enfin pour comparer le e-coaching, on a comparé les participants dans ce bras e-coaching à des participants qui bénéficiaient d'une prise en charge standard, donc c'est les soins courants, c'est-à-dire que les participants pouvaient consulter un professionnel de santé euh, comme ils l'auraient fait en dehors de la recherche. Ici, on a quelques exemples d'activités qui ont été faites et créées et qui étaient présents dans l'outil en ligne avec une web série santé, par exemple, une lecture d'étiquettes des emballages alimentaires, des, euh, des exercices qui permettaient de travailler sur l'image de soi, la gestion de la motivation, également donc des vidéos d'exercices, des escape games. Donc il y avait toute une certaine hétérogénéité des activités qui étaient mises à disposition des participants. Concernant les participants, initialement, on voulait uniquement inclure les participants de Prime Happiness qu'on avait retrouvés 10 ans après, mais il s'avère qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas retrouvés, qu'on n'a pas réussi à joindre. Et pour avoir un nombre de participants suffisamment nécessaire, parce que sur les 371 participants qui acceptaient de remplir le questionnaire en ligne, pour le volet 1, il y en a un peu plus il y en avait que 37 qui étaient volontaires pour participer au e-coaching. Donc, pour avoir plus d'individus à inclure dans l'étude, on a ouvert on a sollicité les étudiants de l'Université de Lorraine s'ils étaient volontaires ou non pour participer à cette étude, avec le service de santé des étudiants notamment. Et on est arrivé donc au total à 100 participants qui ont complété l'étude, avec 49 participants dans le bras le bras expérimental, pardon, et 51 qui étaient dans le bras contrôle, l'orientation vers les soins courts. Pour les résultats, donc sur le volet 1, dans un premier temps, on a des caractéristiques ici des participants. On avait une moyenne d'âge qui était à peu près à 25 ans. À peu près autant de participants de sexe féminin et masculin. Et concernant les revenus mensuels, on avait à peu près autant dans chacune des tranches qui est présentée ici. Et sur le statut pondéral également, on avait à peu près autant de participants avec un statut pondéral normal en surpoids ou en situation d'obésité. Avec les éléments qu'on a pu recueillir lors de l'étude, on a pu décrire l'évolution de la corpulence des participants de l'adolescence à l'âge adulte. Donc T0, c'était l'inclusion dans Pralim Happiness. T1, c'était un an après l'intervention, c'était la fin de l'année d'intervention. T2, c'était un an après l'intervention. Et T3, c'est 10 ans après, donc c'est Pralimab Sineco. Et ce qu'on voit globalement, en s'intéressant à la différence entre T0 et T3, c'est que on voit qu'il y a une augmentation de la proportion des participants qui avaient un statut pondéral normal vers de l'adolescence à l'âge adulte. On passe de 21,6% à 31,8%. Mais d'un autre côté, on remarque que ceux en situation de surpoids et d'obésité étaient donc 20,3% à l'adolescence, et on avait plus de 10% d'augmentation au jeune âge adulte. Et ça se traduisait par une augmentation de l'IMC moyen à l'âge adulte. Sur ces évolutions du statut pondéral de l'adolescence à l'âge adulte, on a regardé plus précisément quelles étaient ces transitions.
Par exemple, est-ce que l'adolescent était en situation d'obésité à l'adolescence? Est-ce qu'il est resté en situation d'obésité au jeune âge adulte? Ou est-ce qu'il est passé en surpoids ou un statut pondéral normal? C'est ce qui est présenté ici avec le statut pondéral à l'adolescence ici, donc bleu obésité, orange surpoids et vert normal. Et ici la même chose, mais au jeune âge adulte, donc 10 ans après. Et ce qu'on peut voir globalement, c'est que on retrouve les résultats précédents où le statut pondéral normal passe de un peu plus de 22% à 32%, et on a pu justement caractériser ces transitions. Est-ce qu'elles étaient plutôt favorables ou défavorables? Par exemple, est-ce que l'adolescent était en situation de surpoids ou d'obésité à l'adolescence? Il est passé à une situation de statut pondéral normal au jeune âge adulte, donc là, c'était plutôt une transition favorable. Mais on remarquait que parmi l'ensemble des transitions qu'on observait, 62,3% des évolutions étaient défavorables. Et il y a une tendance qui se dessinait, même si elle n'était pas significative, statistiquement significative, c'est qu'il y avait une surreprésentation des évolutions défavorables chez les participants qui avaient de plus faibles revenus, donc de catégories socio-professionnelles moins favorisées. Donc qui irait dans le sens qu'il y a une aggravation des inégalités sociales de corpulence. Ensuite, sur le volet 2, donc pour rappel, donc c'était sur le e-coaching avec l'accompagnement des professionnels de santé. On a ici les caractéristiques des participants, donc quelques caractéristiques qui sont présentes avec les soins courants à gauche, donc c'est le bras contrôle, et le groupe e-coaching à droite, le groupe expérimental. Globalement, on avait une moyenne d'âge donc entre 24 et 25 ans. La proportion de participants de sexe féminin était relativement plus importante que celle de sexe masculin, et plus de la moitié des participants qui avaient des revenus mensuels inférieurs à 1 500 euros. Et ce qui est important qu'on remarque également, c'est que les participants du groupe soins courants avaient un IMC moyen qui était à peu près 2 points plus important que les participants du groupe e-coaching en santé. Concernant l'efficacité de l'e-coaching par rapport aux soins courants, donc on a créé un indicateur, un critère de jugement qui se basait sur le comportement alimentaire, l'activité physique et la sédentarité et les stratégies d'autorégulation alimentaire. Et pour qu'il y ait une amélioration positive, on a défini que si le participant améliorait au moins 2 des critères qui étaient soit alimentation, activité physique, sédentarité et stratégie d'autorégulation, s'il améliorait au moins 2 de ces critères, donc c'est qu'il y avait une amélioration d'au moins 2 des 3 critères, ce qui est présenté sur la ligne du bas. Et ce qu'on voit globalement, c'est que les participants du groupe e-coaching avaient une probabilité 3,2 fois plus importante d'améliorer au moins 2 des 3 critères en comparaison au groupe du soin courant. Et cette efficacité, elle semblait surtout liée au comportement alimentaire, avec ici le nombre de groupes alimentaires améliorés. On avait en moyenne une augmentation de 1 groupe en moyenne chez les participants du groupe e-coaching par rapport au groupe soins courants. Et ça se confirme ici avec le fait d'avoir amélioré au moins la moitié des groupes alimentaires. Et les participants du groupe e-coaching avaient une probabilité 4,3 fois plus importante d'améliorer au moins la moitié des groupes alimentaires en comparaison à ceux du groupe soins courants. Et cette efficacité, elle était donc surtout liée au comportement alimentaire, moins sur l'activité physique et le comportement sédentaire. En tout cas, on n'a pas mis d'évidence de différences statistiques. Et également sur les stratégies d'autorégulation alimentaire, on n'a pas mis en évidence de différence. En revanche, sur l'activité physique et le comportement sédentaire, il y avait une tendance à ce que les participants du groupe e-coaching aient une diminution plus importante du comportement sédentaire par rapport au groupe soins courants. Donc, pour conclure mon propos, sur le volet 1, on remarque que concernant l'efficacité de pralimapinès, on a
pas d'évidence de persistance nette de l'efficacité de pralimapines, mais il n'y a pas d'effacement total non plus de l'efficacité de l'intervention, parce qu'on remarque tout de même que euh, si on s'intéresse à l'obésité, 20,2% des adolescents étaient en situation d'obésité à l'adolescence, et on passe à plus de 10 points supplémentaires à l'âge adulte. Pour le statut pondéral normal, pardon. Euh, Ensuite, concernant un résultat important, c'est qu'on remarque une relative stabilité de la corpulence de l'adolescence à l'âge adulte, et ça peut signifier qu'il y a un certain ancrage précoce au final de cet indicateur, avec une persistance à moyen terme donc, et possiblement à long terme. Et un point important, avec des perspectives interventionnelles, c'est l'importance du milieu socio-économique. Parce qu'on connaissait, on a montré qu'il y avait des inégalités sociales de corpulence dès l'adolescence, mais qu'elles tendent au final à s'aggraver à l'âge adulte. Euh, et ça va dans le sens qu'il faudrait renforcer des actions de prévention précoces et qu'ils soient socialement ciblés, donc adaptés aux besoins des participants. Et une réflexion aussi, c'est concernant le suivi, où on remarquait que les participants qu'on a retrouvés 10 ans après pralimapines étaient socialement plus favorisés que ceux qu'on ne retrouvait pas. Donc ça pose des questions aussi sur le fait qu'on veut agir sur les inégalités sociales de santé, mais in fine, ceux qui sont socialement moins favorisés sont moins représentés euh, dans la recherche, dans cette recherche. Donc ça pose une certaine réflexion méthodologique, je pense, et sur les biais que cela peut engendrer. Et enfin, sur l'efficacité du coaching, euh, combiné à un suivi professionnel, on remarque que c'est efficace pour surtout sur les comportements alimentaires et la sédentarité, mais on n'a pas mis en évidence d'efficacité sur les stratégies d'autorégulation alimentaire. Ça pourrait s'expliquer par plusieurs manières, notamment que les stratégies d'autorégulation peuvent être des processus qui sont longs à mettre en place et assez complexes. Par exemple, le fait de développer des habitudes alimentaires saines, c'est quelque chose qui peut être relativement long à mettre en place, et peut-être qu'un an, ce n'était pas forcément suffisant. Également, on pense que le contexte est important à prendre en compte. Par exemple, les stratégies qu'on va mettre en place pour se réguler ne vont pas forcément être les mêmes qu'on soit entre amis ou seul, un repas entre amis ou seul. Donc le contexte semble important. Et ça va dans le sens qu'il faudrait peut-être une approche encore plus personnalisée que ce qu'on a pu proposer, en intervenant au bon moment et dans le bon contexte. Et enfin, pour finir, dans une perspective interventionnelle, et pour aller plus loin que les résultats du projet, il y aurait un intérêt d'implémenter ce type d'outils et d'approche en conditions réelles. Par exemple, dans des zones isolées avec les déserts médicaux, on pourrait imaginer que ça pourrait être utile dans une perspective de réduction des inégalités territoriales de santé. Voilà, je vous remercie et voilà, je reste disponible pour répondre aux éventuelles questions. Et même après le café, s'il faut, je reste disponible. Très bien, merci beaucoup Florian. Alors, il y a eu un certain nombre de questions dans le chat et vous avez justement parlé de précocité. L'une des questions, c'est que effectivement votre intervention se fait pendant la période de l'adolescence et la question est-ce il n'est pas plus efficace dans ce type d'intervention d'intervenir avant et en tout cas plus tôt qu'à la période de l'adolescence? Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est agir le plus tôt, selon moi, serait le plus efficace, parce que même si à l'adolescence, on peut, enfin, c'est une période clé parce qu'on adopte ces comportements de santé ou d'autres comportements généraux. On peut imaginer que le, toute l'histoire des adolescents, lorsque les participants, les individus sont plus jeunes, enfin, dès le plus jeune âge, il y a une importance justement d'agir le plus précocement possible, et même auprès des familles au final, lorsqu'on est chez les individus les plus jeunes. Donc, je pense qu'il y a un intérêt, pas forcément à agir dès l'adolescence, mais encore plus tôt, et au final, ce serait tout au cours de la vie. D'accord. Merci. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par la notion de soins courants? Alors, les soins courants, c'était,
Donc, les participants étaient soit randomisés dans le groupe e-coaching, soit dans le groupe soins courants. Et les participants du groupe soins courants avaient une feuille bilan de la visite médicale et de réponse au questionnaire. Et ils pouvaient la présenter à un professionnel de santé s'ils le souhaitaient. On ne le disait pas de le faire, mais le soin courant, c'était dans la perspective où si quelqu'un veut aller consulter un professionnel de santé au regard de sa santé sur la corpulence ou les comportements de santé, bah, il peut y aller. On ne le disait pas de le faire, mais il pouvait y aller s'il le voulait. D'accord. Donc votre intervention, elle est en partie fondée sur l'outil numérique. Et d'ailleurs, il y a une des questions qui est à quel moment de votre intervention le e-coaching intervient? Et vous pourrez répondre à cette question, mais au-delà, je voudrais compléter par rapport on sait très bien que l'outil numérique pose des questions d'accès et d'inégalité d'accès au numérique, notamment pour des publics fragilisés, en situation de fragilité, de vulnérabilité. Comment vous avez pensé cette question de l'accès au numérique? Alors, pour répondre à la première question, le e-coaching, il était proposé, donc c'est sur un an, les participants étaient randomisés dans un des groupes d'intervention, et pendant un an, ils avaient accès à la plateforme e-coaching en ligne, et en complément, il y avait les suivis avec les professionnels de santé, avec au début un bilan éducatif partagé qui permettait de préciser les activités que les participants devraient plus privilégier. Et donc, c'était sur une année au final, le e-coaching. Et pour les publics fragilisés, c'est vrai qu'il y a eu dans la conception de l'outil, et dans le retour qu'on a eu des participants, de souvenirs, il y avait ce problème sur l'acceptabilité ou l'utilisation pérenne de l'outil, c'est que il n'y avait pas de possibilité d'accéder au contenu de manière hors ligne, et que c'était quelque chose qui était relevé par les participants. Donc je pense que ça pourrait être une option justement pour faciliter l'accès aux personnes qui n'ont pas, par exemple, d'accès à Internet, etc., ou qui sont dans des zones blanches. Donc c'est des choses qui sont ressorties. Il y a certains points négatifs, points positifs qui sont ressortis parce qu'il y a un questionnaire de satisfaction qui était fait avant, à la fin de l'intervention. Et c'est des choses qu'on garde en tête justement pour aller dans le sens d'optimiser l'outil qui est existant. Alors, est-ce que vous pourriez des éléments, il y a plusieurs questions là-dessus, est-ce que vous pourriez apporter des éléments sur le cadre éthique de votre recherche, notamment dans la collecte des données de données personnelles de santé chez les mineurs, l'autorisation parentale à l'adolescence? Voilà, est-ce que vous étiez assujetti à des règles éthiques et vous-même, est-ce que vous avez des protocoles de ce point de vue-là? Alors, donc, pour faire l'étude Pralimab-Sinico, pour recontacter les adolescents de Pralimapines, on a recontacté les adolescents de Pralimapines, et lors de Pralimapines, lorsque le projet a été construit, il était mis dans le projet qu'on pourrait recontacter ces adolescents X années plus tard pour voir ce qu'ils étaient devenus. Et ce protocole de Pralimapines, il a obtenu des accords réglementaires, donc avec ses sous-objectifs. Donc, on a pu utiliser les données de recontact qu'on avait eues lors de Pralimapines grâce aux autorisations réglementaires qui avaient été obtenues dans le cadre de Pralimapines. Donc, c'était au niveau de la CNIL, le CPP par exemple. Et on a quand même fait d'autres démarches réglementaires pour mettre en place le volet 2 de Pralimab-Sinico avec les demandes aux instances nécessaires pour avoir les réglementations nécessaires. Donc pareil, c'est CNIL, CPP, ça a été fait en tout cas. D'accord, très bien. Alors, il y a quelques questions, par exemple, dans la catégorie normale du statut pondéral, avez-vous inclus les adolescents en situation de maigreur?
Alors, si c'est pour ciné, alors je ne crois pas qu'il n'y avait d'adolescents en situation de maigreur dans l'échantillon, parce que donc Pralimapinès, c'était uniquement des adolescents en situation de surpoids et d'obésité, euh, avec l'IMC -1 par rapport au statut surpoids pour ceux qui étaient à la limite normale surpoids. Et de souvenirs, hein, sur le devenir à l'âge adulte, je ne crois pas qu'il y avait d'adolescents, enfin de jeunes adultes qui étaient en situation de maigreur en tout cas. Donc la catégorie qu'on a, statut pondéral normal, c'est uniquement en grande majorité des participants de statut pondéral normal. Très bien, je vais prendre une dernière question et les participants pour vous contacter pour continuer à échanger avec vous. On voit que dans votre dispositif, il y a à la fois donc du distanciel via l'application, via la plateforme, et un suivi en présentiel. Est-ce que vous avez pensé dans votre analyse des données et votre dispositif à faire une comparaison entre ces deux types de suivi? Alors, je me suis peut-être mal exprimé ou j'ai fourché quand je l'ai parlé, mais le suivi était uniquement distanciel, que ce soit pour l'outil en ligne ou le suivi avec les professionnels, tout était en ligne. En revanche, par rapport à ça, on a eu des retours de participants, surtout ceux qui avaient des problématiques de santé assez sévères, un IMC très important ou des problématiques de santé mentale, où eux auraient aimé justement un suivi en présentiel avec les professionnels de santé. Donc j'imagine que c'est à adapter en fait en fonction des participants, que ce soit très personnalisé. Voilà, certains vous préfèrent un suivi en présentiel, d'autres en distanciel. Euh, mais ce que j'imagine justement pour rejoindre la question, c'est que le suivi présentiel ou distanciel aurait un Un impact impact sur le. sur, Ouais. sur l'intervention. Toute dernière Mm. question, parce qu'elle me paraît importante. Donc, dans votre étude, dans votre recherche, vous vous intéressez aux adolescents. Or, dans la question, il est formulé, ce qui est dit, c'est que la plupart vivent chez leurs parents et que quid des habitudes alimentaires de leurs parents sur leur surpoids, sur leur obésité. Mm. Alors, je suis tout à fait d'accord sur ça, hein. Il y a un bon nombre de participants pour certains n'étaient plus chez leurs parents, mais il y en a qui étaient toujours chez leurs parents. Et ça, c'est des questions qu'on veut explorer, notamment dans une approche qualitative, parce que je ne l'ai pas précisé, mais on a fait également des entretiens socio-biographiques avec les participants qu'on a pu retrouver. Donc sur les 371, on en a fait 40 entretiens socio-biographiques pour justement comprendre un peu plus l'histoire de leur trajectoire de santé, pour essayer de reconstruire ce qui a pu agir sur avoir un effet sur l'évolution de leur corpulence et de leur nutrition. Et parmi ces éléments, on peut imaginer effectivement que le milieu social, le cadre familial, qu'il soit chez leurs parents ou non, tout ça, ça va avoir un effet sur leur comportement et leur santé de manière générale. Donc, c'est des choses qui sont explorées. Très bien, écoutez, Florian, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre intervention, pour les réponses à vos questions. Et comme vous l'avez proposé, j'invite les participants qui ont encore de nombreuses questions à vous poser à prendre contact directement avec vous. Et je remercie l'ensemble des participants d'avoir participé à ce café de l'IRESP, à ce 20e café de l'IRESP. Merci beaucoup et on vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.